Pour mieux comprendre ce qu'on attend par perquisition, il faut d'abord se référer au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile. Les perquisitions sont des devoirs qui font exception au principe de l'inviolabilité du domicile, en ce sens qu'au regard des articles 22 jusqu'à 23 du Code de procédure pénale, lorsque une autorité judiciaire qui est en phase d'instruction ou d'enquête constate la nécessité de procéder aux fouilles domiciliaires, aux visites domiciliaires, ce dernier pourra, au regard de la loi et dans les formes prescrites, procéder aux dites visites pour recueillir les éléments de preuve. La loi organise de façon formelle ce qu'on attend par perquisition et comment ces devoirs se déroulent, ces devoirs d'instruction au niveau préjuridictionnel. D'abord, la loi précise l'autorité compétente pour procéder aux perquisitions. Il s'agit d'abord du magistrat du parquet. Et exceptionnellement, ce dernier peut déléguer ses pouvoirs, soit ce qui consiste à procéder aux perquisitions, à un officier de police judiciaire. Et deuxièmement, la loi prévoit la limite du temps du déroulement de ces devoirs d'instruction. Aucune perquisition domiciliaire ou visite domiciliaire ne peut être effectuée avant 5 heures et après 21 heures, sauf lorsque les perquisitions ont commencé avant 21 heures, elles peuvent se dérouler après ces heures. Troisièmement, il faut aussi noter parmi les conditions que, au regard de la loi, les perquisitions doivent se faire en présence de l'inculpé ou du maître de la maison, sauf si l'inculpé est absent ou lui-même se réserve de prendre part aux perquisitions. Et là, il y a la jurisprudence de la Haute Cour qui estime que l'obligation de la présence de l'inculpé joue à l'équilibre entre les droits de la défense et l'efficacité de l'instruction pour éviter des contestations éventuelles qui vont découler des résultats de ces devoirs. Et toute perquisition doit être couchée dans un procès verbal qui constate tous les éléments, les instruments, les pièces ayant servi éventuellement à la commission de l'infraction trouvées sur les lieux. Voilà en quelques mots ce que nous pouvons noter en ce qui concerne ces devoirs de perquisition comme devoirs commis à une autorité judiciaire dans le cadre d'une instruction préjuridictionnelle. Parmi les éléments que nous pouvons enrichir en ce qui concerne les perquisitions, il y a également lieu de préciser que les perquisitions interviennent dans une phase précise de l'instruction, parce que l'instruction a deux phases. Il y a la phase préjuridictionnelle où interviennent les officiers de police judiciaire ainsi que les officiers du ministère public. Et nous l'avons relevé que les perquisitions relèvent de l'autorité du magistrat du parquet. Exceptionnellement, ces devoirs peuvent être accomplis par l'officier de police judiciaire en cas de délégation. Mais lorsque nous sommes devant une infraction flagrante et que le maître de la maison ne résiste pas, l'officier de police judiciaire peut procéder aux perquisitions sans obtenir délégation de son chef hiérarchique qui est le magistrat du parquet. C'est l'élément que nous avions voulu ajouter. Il convient de préciser que la justice militaire, à l'instar de
juridiction et office civil est organisé tel qu'il y a un parquet militaire appelé auditorat et il y a des juridictions, des jugements, des juridictions militaires d'autre part. Alors, cet appareil de justice militaire intervient lorsque une infraction ou deux infractions sont commises par une personne revêtue de la qualité, soit d'un militaire, soit d'un policier, soit d'un assimilé. En ce sens, une juridiction militaire a une compétence personnelle. Mais cela n'est pas suffisant lorsqu'il faut parler de la compétence d'une juridiction militaire. Parce qu'au-delà de la compétence personnelle, la juridiction militaire a aussi une compétence matérielle. C'est là qu'un civil peut être jugé devant une juridiction militaire lorsque ce dernier commet une infraction prévue par les dispositions du code pénal militaire, notamment lorsque on retrouve entre les mains d'un civil les effets militaires. Nous pouvons donner l'exemple de la détention illégale d'armes ou de munitions de guerre. On peut retrouver aussi devant un civil, on peut entre ses mains de tenue militaire. Là, ce sont des infractions qui sont prévues et punies par les codes pénals militaires. Et lorsque un civil tombe dans ces infractions, il sera justiciable de la juridiction militaire par rapport à sa compétence matérielle. Voilà cette dimension de la compétence matérielle d'une juridiction militaire. Il faut aussi noter qu'une juridiction militaire est saisie par soit traduction directe, soit par décision de renvoi. Comme nous l'avons dit, que l'organisation de l'appareil de justice militaire a deux grandes branches. Il y a le parquet militaire qui fait des enquêtes et qui mène l'instruction préjuridictionnelle lorsqu'une infraction est commise, et ce dernier va déférer l'auteur de l'infraction devant une juridiction militaire. Donc voilà en quelques mots les conditions dans lesquelles une juridiction militaire peut statuer sur un cas qui concerne un civil. Substantiellement, nous pouvons noter qu'une juridiction militaire, en principe, n'intervient que lorsque la qualité de l'auteur de l'infraction est liée aux fonctions militaires, ou soit cette personne est membre de la police ou c'est un assimilé. Et lorsque la juridiction militaire se fonde sur la qualité, elle statue par rapport à sa compétence personnelle. Et deuxièmement, cette juridiction a aussi une compétence matérielle lorsqu'elle statue par rapport aux infractions commises même par un civil, mais prévues. Ces infractions prévues par les codes de justice, des codes pénals militaires. Voilà un peu. Sous la Picture TV.